زلف اللون ادم سلايغ قبايليث لما انا ذغني ادم سلايغ ستروميث افسلات الحوايج لان كارانا وفي غادي مدوكال ونسينا تقبايل ذاكي التصوير نصري غير ملال الاختني ذاكي اما كنا ديني ثم زيغ الجماعه في السناين اين راه ديني غسان لانت الحوايج وبالك ذرمي غير لاميناجمون لينغويستيك كاين لانت الحوايج وتسيسين غير سيماني وثتديني سمازيغ اتصل الوقت غير روحن وتفهمغ اي غير يروح الوقت هاكي ثم زوروث الى كنحسوا باللي ثمازيغ تثليث تمازغه لا لونغ امازيغ et la langue du pays amazigh qui s'appelle Tamazgha تسمورثي تسعن تبدا في جزيرة نسيوا l'oasis de Siwa en Égypte où l'on parle encore le berbère مازالت مسالين تمازيغ تصاوب التكناريين في جزيرين تكناريين لي زيل كناري تروح حسن تمسلاي تبضغ لي زيل كناري خاطر دينا الا لاني مدوك الزواد دينا كان يونوا ولي موثي يرحم ربي أنطونيو كوبيليو تروح حسن تمسلايث لمانا ذي مغناسن يمقرانون سو سون دو غران ميليتون دو لا كوز امازيغ ايغار خاطر زران ذي لاصل ذي مازيغا ils ont perdu la langue amazigh au 15e siècle et donc plus personne ne parle amazigh aux Canaries. Et ils veulent retrouver l'identité à partir de leur historicité. Des chefaweth, ومزروي سويس إلان الساقين يتقارن دي مزيغا دايرة دايونس وساكنين وين يقشيش ميدير ولا سمين يدير سمين نخدم لو كونغري مزيغ إلى كناي ومثي دينير ذنو هنين يثير فذن. Ils ont tout pris en charge. Le Congrès mondial amazigh a été pris en charge par le gouvernement canarien. Vous savez que l'Espagne, c'est un État régionalisé. Chaque région a son gouvernement, a son parlement. Et donc, il se trouve que le gouvernement, la majorité, était des berbéristes. Et donc, ils ont pris en charge le Congrès mondial amazigh. Voilà, par exemple, les Canaries, un peuple qui, simplement, pour le respect de l'histoire, sont devenus des militants de la cause amazigh. Donc, puisque c'est un grand pays. Et en même temps, il faut savoir que nous avons une malchance dans notre chance. La chance, c'est d'être un pays méditerranéen, un pays central. Quand je dis mon pays, je dis l'Afrique du Nord. Moi, je suis un supranationaliste. Je veux retrouver, ne serait-ce que dans les rêves, le grand pays qui était Amazigh. Et c'est un pays central qui occupe une position géostratégique et géopolitique importante, qui fait que l'Afrique du Nord est une interface, une zone de contact entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre l'Europe et le reste de l'Afrique. Et quand on est dans cette position qui est une chance, eh bien il y a une malchance. Soyez guéant, voilà, je vais mélanger le kabyle et le français pour que tout le monde comprenne un peu. Et donc, et c'est ce qui nous a valu des conquêtes multiples. Les Phéniciens, ensuite devenus les Puniques avec Carthage, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Français, et j'en passe. Vous pensez bien,
مكلوا غادي يروح حد ياوي ثغر ما ينس sa civilisation. Et par des phénomènes d'acculturation, madame Lilt, madame Lilt, تزرام ويرطل يوا ميطاقب وين يرطل النطاس وين يسال العسكر وين يجهدن ام ثلاث ما من سنه 33 دائما ثلاث يسان العسكر يسان الحكم يسان تسرثيث قريفه سميس 33 ça diffère دائما يفنن دي كوماضان c'est le communisme dans le monde entier ça se passe comme ça il s'établit une hiérarchie linguistique. D'abord il y a ce phénomène qui fait que بزاف القرون قايديك نسوحكم ونسعرت اللي يبان لنا يوكلني نخدم ثلاثين نخدم ثلاثين السفرير إذا السنة أتصقبن لنا كاكين ياكو كيوذني يتوحك من باغ لا فورس سلقوا فضايسن أكيغ فضا نكوني غسا. Et puis aussi il faut dire aussi que notre société la société amazigh c'est une société segmentaire. On se fait de la société segmentaire parce qu'avec une phrase, on résume des livres entiers qui parlent de la théorie de la segmentarité. De la théorie de la segmentarité, et vous avez résumé toute la segmentarité. Bon, ça paraît un peu bizarre aux chercheurs occidentaux, ils font des tas de livres pour résumer, alors que ça peut se résumer en une phrase. Alors, c'est une société qui vit, la société amazigh a toujours vécu, et ça, on continue encore, ça relève de la même philosophie. C'est une société qui vit, on continue, dans un équilibre instable. Dès qu'il y a une stabilité, elle est chouette. C'est comme ça, et effectivement, quand on dit c'est la théorie de la segmentarité, en ce sens que mais le Canada dit que mais le Canada c'est-à-dire on est toujours un petit peu dans des histoires conflictuelles qui garantissent cet équilibre instable. Mais en même temps, c'est très négatif. L'éparpillement, l'espace, les colonisations, l'incapacité de faire l'union, et donc d'avoir un État, d'avoir une structure globalisante, fait que on خلقنا خاطر إلا قدني تسكن اللات ما تسكني يستلف غنكوني لو كان دافع ونتشبح غنزروينا معنا ça ne fait pas avancer le schmilblick. Il faut travailler sur la réalité des choses. Même quand je parle de la symbolique, j'aime pas beaucoup la symbolique. Il faut être pragmatique. Et quand je dis souvent, des fois je choque mais exprès. Je crée des décharges électriques comme ça. Quand on me parle de Jugurtha, je dis je me fiche de Jugurtha. C'est quand même plus concret. Les symboles, c'est important parce qu'on crée des mythes et on sait que les mythes sont fondateurs, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Il faut le dire vite, rapidement et passer au concret. Et donc, ce que je vous dis là, c'est pour vous expliquer que tous ces phénomènes nous ont empêchés de construire une langue moderne, de construire un État, de construire une culture qui vit au rythme de son temps. Et puis, il y a eu malheureusement d'autres choses qui nous ont aussi bloqués. Quand je parle du mouvement national, je passe d'une langue à une autre, ça vous convient? Oui, d'une langue à une autre comme ça. اسمي يخلق ومسو نتلي الجزائر ذي ثري
c'est l'étoile nord-africaine, 1926. Alors, c'est pas Msali El Hadj. Msali El Hadj est arrivé bien en retard. C'était des ouvriers qui côtoyaient les communistes, les militants du PCA. C'était l'époque du bolchevisme agissant, qui ont appris à se syndiquer, qui ont appris à lutter, alors qu'ils étaient partis de familles très pauvres, qui étaient pour la plupart analphabètes, au contact du mouvement ouvrier, à se soulever. Et ils ont appris donc à s'organiser, à se soulever contre la colonisation. Et l'étoile nord-africaine, il y avait parmi eux, il y a un secrétaire général, Amri Mash, عمري ما شو اللي في ديرها تمازيغت لما انا يكتب يكتب يفكد يكتب l'Algérie indépendante sera organisée sur un modèle sur le modèle moderniste de la gestion du village kabyle, c'est-à-dire une espèce d'organisation communautaire consensuelle. ما كنت تلحو درت سلاوي في الست. L'idée même a été reprise bien plus tard. Il a été effleuré comme ça par Hussein Aït Ahmed. Il n'a pas trop tardé. Il en a parlé comme ça rapidement. Et donc, plus tard, Msali, vous le savez très bien, c'était un peu le wedding, quoi. سوق ندورين سوق تشاشيت تسطنبولي تسيناس يصغلي ناس في اللسن. Bon, ما عليناش. Et puis plus tard, dernier, il y a eu le mouvement le berbériste en 1949, ce qu'on appelle la crise berbériste de 1949. Mais pourquoi il y a eu la crise berbériste en 1949 ? Parce que Mousso, le mouvement national algérien, était idéologiquement l'otage des arabo-islamistes. J'ai compulsé tous les textes qui ont été écrits par les partis politiques du mouvement national, de PCA, du MTLD, de l'UDMA, comment dirais-je, de l'étoile nord-africaine, etc. Il n'y a pas un seul parti du mouvement national, Idi Mslen, qui a parlé d'amazirité. Mais alors, pas un seul, pas une phrase. Voilà encore quelque chose qui nous a retardés. Alors pourquoi ils n'ont pas parlé de ça, alors que la majorité venait de Kabylie, pour être clair, hein? Tout simplement parce qu'on a reproduit dans le mouvement national le modèle français par effet miroir. La France a une grande langue, le français, nous on va avoir une grande langue, l'arabe. La France est un pays catholique, nous serons un pays musulman. Donc c'est l'effet, sauf que c'est une photocopie, et comme la photocopie n'égale jamais l'original, c'est la photocopie, c'est la France en pire. Parce que de tous les pays européens, le système français c'est le pire. Ils sont encore dans un état unitaire centralisé, où personne n'a le droit de bouger, jusqu'à présent. Et donc, voilà, encore une fois, à côté de l'espace, à côté de notre fonctionnement segmentaire et acéphale, on appelle des sociétés, ils appellent des sociétés acéphales. ميديولي ونقروا تيزمن إلا كنقيم ياك كيف كيف كاع كيف كيف هكاك يسقر قال دي كاجي ونقروا. Ça s'appelle des sociétés acéphales. C'est pas là qu'il n'y a pas que les Amazirs qui sont comme ça. Même les politesses, ça n'existe pas en Tamazirt. Je vous défie de trouver un mot poli. En Tamazirt, ça n'existe pas. Même les Bretons sont comme nous. Ils n'ont pas de politesse. Toutes les politesses sont arabes, tirées généralement de la religion. Mais le fonctionnement est ainsi fait. Et puis, à l'indépendance, vous pensez bien que le mouvement islahiste, Belbadi, ça fait des dégâts pendant la colonisation. Il a reproduit le système scolaire français en créant des médersas, surtout à l'Est. C'est pour ça que nos amis chaouis sont très arabisés, très islamisés, qu'au point
des militants très sincères des Aurès, que je connais bien, pour les fréquenter encore, trouvent normal d'écrire Tamazight en caractère arabe. Donc il y a des séquelles importantes de l'islahisme de Belbadis, quoi. Il se trouve qu'à l'indépendance, ces idées ont été portées par le premier régime algérien, celui de Ben Bella, qui a décidé, le premier geste qu'il a fait, c'était de supprimer la fac de berbère de la faculté centrale. Une fac qui existait depuis la fin du 19e siècle. Il a décidé de l'enlever. C'est très significatif de quelque chose. Ben Bella Asmidi Chem, nous sommes arabes, c'était pour dire surtout, ne nous parlez pas d'autre chose. Voilà. Donc la tolérance, il ne faut pas en parler, il était allergique à la tolérance. Comme quoi qu'il y a du chemin à faire. Mazel Tamazight. L'essentiel de Et donc vous comprenez toutes les contraintes. ثقوب التمازيغ باش تخرق نشتاقير كلي ذو غورن إمقران. Et puis dans tout ça on ne peut pas ويزميرا افينو غورنا كاكين بلا ما الا اكذوذ ودين تذكوالا سواء نشتاقيني يدفذن يموسوينا كاكيني يدين تقن. Il y a eu des mouvements, des rassemblements, des groupes qui ont dit, après tout, on a le droit de parler. Et je commencerai déjà par le maquis FFS 63. Même si l'expression amazigh n'a pas été produite, le discours sur la mazirité n'a pas été produit, mais ça reste quand même ce qu'on appelle les maquis kabyles. On ne les a pas appelés autrement. Ça veut dire qu'il y a problème, même si dans le discours c'était pas explicite, mais le fait que ce soit une région et une seule qui se soit soulevée contre l'autoritarisme de Ben Bella, c'est significatif d'une chose. Et puis après, on ne peut pas ne pas parler de la lutte culturelle. Il y a une veine depuis Feraoun, il y a Taous Hamrouch, il y a Jean Mouhoub Hamrouch. Et puis après, il y a eu le grand Mamri, Katb Yassine, dans son discours, c'est un arabophone, Katb Yassine. Mais Katb Yassine, je l'ai connu dans le cadre d'activités militantes, pas partisanes, parce que lui, il était un stalinien, lui. Hein, on ne bouge pas avec lui. Bon, mais c'était un grand militant de la cause amazigh. Il a prénommé son fils. Je crois que c'est le premier Algérien à avoir prénommé son fils Amazigh, alors que lui est arabophone. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas seulement un problème linguistique, c'est la volonté d'être. C'est to be or not to be. Être ou ne pas être ou ne pas être. Je dis souvent comme ça dans mes communications, je connais des arabophones qui assument leur amazighité, et bien ceux-là sont beaucoup plus amazighs que certains de mes, comment dirais-je, de gens qui habitent mon village, qui n'assument pas leur amazighité. Alors si vous me disiez qui c'est l'amazigh, je préfère dire que c'est celui qui ne parle pas la langue tamazigh, parce que il dit, avec les siècles je l'ai pas perdu, mais je sais qu'identitairement je le suis. Et donc je continue, Mamri, et puis il y a aussi d'autres pères, ou plutôt ceux qui sont dans la veine politique. Il y a Bsaoud Mohamed Arab, effectivement, que je n'ai pas connu, que je n'ai jamais connu, et je vous avoue pourquoi, parce que j'avais une belle image de lui à travers sa littérature. Et c'est un peu mes premiers pas de conscientisation politique. C'est avec Mohamed Arab Bessaoud, à travers sa revue, principalement l'Académie berbère. Mais je ne l'ai pas connu physiquement, parce qu'on m'a dit Ouar.
Donc, j'ai pas osé gâcher l'image que j'avais de lui. C'est la seule chose qui m'a retenu, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu l'approcher. Alors, beaucoup d'amis, etc. Je dis non, moi j'ai mon image, d'après tout ce que vous me racontez, je préfère garder cette image, et donc, effectivement, mais je considère que politiquement, c'est lui qui m'a mis le doigt sur la gâchette. Et puis, il y a eu, j'ai été heureux de rencontrer ici à Montréal Qassi Lounas, que j'ai vu dans mon cabinet. Il est venu rendre visite dans mon cabinet, sa femme et lui, juste avant de venir au Canada. Je lui ai rappelé, il avait complètement oublié que c'était en 93 qu'on s'était vu la dernière fois. Ben, moi, je parle toujours des poseurs de bombes. Oui, je parle toujours dans mes conférences, dans mes écrits. Ils font partie de la veine de contestation. Parce que, comme je l'ai dit toujours, en kabyle, c'est difficile de rendre le terme. Ils ont éructé. Et ces gens-là ne voulaient pas faire de mal. Ils voulaient attirer l'attention du reste de l'Algérie et du monde sur la misère que vivaient les berbérophones. S'ils voulaient faire du mal, ils n'auraient pas posé des bombinettes la nuit à El Moudjahid où il n'y avait personne. Voilà, s'ils avaient voulu faire du mal, voilà. S'ils avaient voulu faire du mal, ils auraient fait comme on faisait dans la décennie noire, donc, je les ai toujours placés dans la filiation, dans la veine de la lutte amazigh. Et donc, en gros, est arrivé le printemps amazigh. Le printemps amazigh, c'est une finalité explosive d'un mouvement qui a commencé en 1926. Donc, nous, militants du combat amazigh de 80, nous ne sommes que des militants qui nous sommes abreuvés à l'idéologie de nos aînés qui nous ont précédés et qui ont fait le combat amazigh bien avant nous. يعني مادام مساف تفسوثي مزيغون تفسوثي ديضران سيدي ديفغن سيطراد يضران سكواس 1926 غتزيفو مسوارو ومنوغ دوا مكنبض هاد تفسوثي مزيغون. Alors évidemment تفسوثي مزيغون هذا دير كان كاكين استغوالت le Tsouatov, des 24 la Cour de sûreté de l'État, le chef d'accusation, il est très symbolique, le chef d'accusation, parce que quand on condamne un condamné politique, c'est pas la personne qui est visée, c'est l'idée qu'il porte qui est visée. Avec le chef d'accusation, organisation clandestine visant au renversement du gouvernement, intelligence avec l'étranger, passible de l'article 77, peine capitale. Voilà donc le chef d'accusation, mais en fait, le chef d'accusation, c'était pas les personnes physiques qui étaient concernées, c'était la mazérité qui était concernée. On venait de condamner la mazérité à la mort. Parce qu'il faut interpréter, c'est pas le docteur Luna aussi qui le dérange en tant que personne, ni ceux qui étaient avec moi. Et donc voilà les conditions et les contraintes dans lesquelles et puis là, après notre libération, pourquoi la libération? Parce qu'il faut dire que pendant qu'on était en prison, la Kabylie était en état pré-insurrectionnel. Donc, avec le biais de liberté provisoire. Une liberté provisoire, j'ai gardé précieusement ce papier de liberté provisoire depuis 1980 et je le garde encore. Donc, en gros, nous sommes tous, vous aussi,
en liberté provisoire. Et puis, après 80, donc on a décidé de sortir de la clandestinité. Et je vous assure que le fait de sortir de la clandestinité, ça protège. Parce que dans les régimes dictatoriaux, ils n'aiment pas la transparence. Ils préfèrent que vous soyez dans la clandestinité, et à partir de là, vous disparaissez dans la clandestinité, et eux-mêmes agissent dans la clandestinité. Et nous avons eu cette intelligence qu'on n'a pas non voulue, hein. On est sorti de la clandestinité parce que on a été découvert. Ça, et on a fait la prison, ils savaient qui on était, autant de continuer normalement dans la transparence. Les choses ont évolué effectivement. Le mouvement culturel berbère est né, les séminaires, il y a eu une profusion d'idées, on a reçu énormément d'intellectuels qui ont participé à la construction idéologique, entre guillemets, du mouvement culturel berbère, etc., etc. Et tout ça, ça fait avancer le Smilbeek, puisque la marche du 25 janvier 90, qui était franchement une marche historique, c'est une marche qui s'est fait. Alors, le premier était, ceux qui connaissent bien Alger, le premier carré était au Parlement, le dernier carré était encore à la place du 1er mai. Et le lendemain à la presse, je me souviens comme aujourd'hui, je crois que c'est Liberté, en grosse manchette qui a mis, pas même une fleur n'a été écrasée. Il y avait un service d'ordre de 700 personnes qui ont ramassé toutes les bouteilles, toutes les saletés à la fin de la marche. Et on a laissé tout ce parcours, c'est des kilomètres, tout ce parcours d'une propreté probablement plus propre que nous l'avions trouvé. Et cette marche, résultat, il y a eu l'Institut Tmazigh de 1990 à Tizi Ouzou et un an après, celui de Vgaïef. Et c'est parti comme ça. Jamais il y a eu un acquis sans rapport de force. RSA. Chaque fois qu'il y a un acquis, il a été acquis en payant une facture très lourde, celle de 2001 étant bien évidemment la plus sanglante et la plus chère. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé petit. Vous voyez, pour parler d'aménagement linguistique, on est obligé de mettre le contexte. L'aménagement linguistique, et je ne pourrais pas parler de l'aménagement linguistique, parce que nos amis ont senti le besoin de réfléchir sur l'aménagement linguistique, sauf que l'aménagement linguistique, ça représente une bibliothèque. Et le Canada est bien placé. Vous avez Jacques Moret, qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps, qui a été un père de la sociolinguistique canadienne et qui est une renommée mondiale très importante. Personnellement, j'ai été à la fontaine de Moret très souvent pour consulter ce qu'il écrit, etc. Je vous conseille de le lire, ça vous donnera beaucoup d'idées. Et il y a eu par le MCB, parce que le MCB commission nationale, coordination nationale, rassemblement national, mais en même temps ولاش يعني ذيك أهور خاطر اسمين الذي لا كلونديستينيتي اسمين الذي السر ونطق ثرى خاصو نتمس فاهم راه يلقى اننا خاطرنا مواشد فينا امنو غير ديسفينيا اسمين اذا نفغ سي لا ترونسبارونس اموسو يجهد يوسع لي كونتراديكسيون انترن elles apparaissent donc يتيليو منو لكن يبغي لي ولا ذا منو ذاك الروج خاطر لو كانوا لاش منو ان الحكام سيوث كثير اون ريبرودوي السيستيم دونك الا قضي يليو منو اكن كل واحد يفكتي كثير ناس بي فوك سا سوا دون لا توليرونس اي بيان اسمي نخدم لا غريف دو كارطابل اسما كاين الناس اللي ولا شو تقار مرا لي لو كثنيو لاش راسومبلمون ناسيونال coordination nationale et commission nationale نملل
Donc, نتكير كليا la grève du cartable. Alors, je vais vous raconter une anecdote comme ça. On culpabilisait. On culpabilisait. Et puis une question qui a été posée, un vieil émigré, on lui a dit quand même, les enfants vont avoir une année de scolarité en moins. Alors avec son accent parisien, mais non, c'est toujours une année de gagner sur la médiocrité. Et donc, effectivement, cette année de grève du cartable a été à l'origine de l'enseignement. C'est vrai que on avait précédé un peu ça avec l'association IDLES, puisque c'était une association qui s'était spécialement, qui s'était mise spécialement dans l'enseignement. Et c'est inouï, ça va vous surprendre, le docteur Yesli occupé aussi était cadre de l'association. Nous avons réussi à former 1800 formateurs, dont 70% étaient un élément féminin. Et donc, quand le HCA a vu le jour, il n'avait pas d'autre choix que de piquer sur IDLES pour récupérer des enseignants. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc, l'association IDLES. C'était aussi, donc, après la grève du cartable, le démarrage de l'enseignement. Mais évidemment, on enseignait une langue, d'abord sans statut, au niveau des institutions. C'était simplement un enseignement de langue, comme on enseignerait n'importe quoi. Et puis en même temps, l'enseignement néo était facultatif. Ou dire la note ne pouvait pas faire avancer les choses. Les parents ça d'ailleurs يعني ونتولى كان اين لاني غورنا في ثمورتنا هذه القبائل عندنا نظن لاني مولاني قارنا الا عند ثلا باسكو الطاقه ولاش. Et donc c'est une langue sans statut. Et puis dernier, du point de vue pédagogique ou la chouras, du point de vue de la qualité de l'enseignement, il n'y avait pas les moyens didactiques, même si ça a commencé en 90, l'enseignement a commencé en 90, mais à Kenisa Nqars Tqubailit, c'est du chrour d'air tikli. Il n'y a pas de tikli de secours. C'est l'aqal, ou c'est l'aram, c'est sawab. Et bien, le bout de tikli, نفرات تذكروني بلا المشاور والمشاور راه مثلا يذكرونا الى قول ولادنا كوني غنصلحوا داش et ça a rapporté puisque après le magistère la licence de Mazir a ouvert dans les facultés, il y a des centaines de licenciés aujourd'hui, il y a des dizaines de magistères, etc. Mais au moins il y a un capital humain qui peut à tout moment être sur ce terrain. Et puis, il y a eu ensuite le problème des constitutions. 2002 qui a consacré Tamazir langue nationale. Le statut de langue nationale, écoutez, c'est bien, mais sans plus. C'est très symbolique. Très symbolique. Ça veut dire qu'on reconnaît que la langue est parlée en Algérie. Ça veut dire qu'il y a le prix politique. En donnant le statut de langue nationale, on espérait ramener le calme chez les amazirophones. Ça n'a pas marché. Et puis, évidemment, évidemment aussi, cette langue nationale, le statut lui-même, normalement,
مي بويسك يمين يتيد كان سوذ من التسرثيف ورد في كان تاويلات ورد تخرق دونك le statut de langue nationale n'a aucun sens, n'a pas eu d'impact direct. Ce qui a poussé nos amis marocains à m'appeler en urgence quand ils ont décidé, donc dans le RIF, la grande assemblée du RIF, ils sont très organisés les Marocains. Et donc ils m'ont demandé d'y aller juste pour dire, ils m'ont dit, tu dis la phrase suivante, après tu dis ce que tu veux. Dis seulement que le statut de langue nationale, on l'a eu en Algérie, qu'il ne sert à rien. Parce qu'ils voulaient passer directement à la langue officielle. le statut est تثليث تاع النوث و80 راه والصفاره كنا نظلوا قبيله تثليث ونصيف. C'est ce qui s'est passé, ils ont eu le statut de langue officielle en 2011. 2011, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, الدولة الجزائرية والدولة المروك وتمسفهمنا كان في فرونتيار مي بوليس نتمسفهم فلاسن فايونس اسكواسنا نقدروا كيغلق نتيليسا لا فرونتيار 2014 Fra, Stomobile, qui n'a rien à voir avec le militantisme. Et puis, quelqu'un qui se marre, les RG marocains, Firna. Sauf que, la frontière, les Marocains, et puis les Algériens, état d'arrestation. Donc, خذوا الشوالي وهي المروك تفني الجزائريين دونك تمسفهمن مليح دي تخيدس تمسفهمن alors donc voilà un peu les choses comment elles se sont passées puis l'époque des Lindé en 2016 alors la constitution Tamazir de langue officielle Harshen ils ont une intelligence diabolique ماشي اللي بوها لنا خاطر راسي سيقال نكوني قرانا ذي غيا الحشاثون ils sont diaboliquement intelligents ils se sont dit ما يفند المول كان ذي ثمن داوث dans la constitution officielle تيني سيدنا محياث رحم ربي إنا يسميد النظام مزيغن القبيلة ذين واه le mot suffit pour crier et donc en mettant le terme néo ميتسرسن تنصيف نوانا دفغن الغاشي اخذ من تمغرة شوف ضرارة شوف ضرارة خاطر ما تي تنصيف ولا ونتي تسفهم لا كونستيتيوشن ثمن داوث النيو ذي تزورت au niveau de la préface يكتبت ذي ثمن داوي عدان يكتبت d'abord triptyque ni arabité islamité mazarité c'est comme les bons shampoings 3 en 1 mais la préface et il est explicitement dit c'est le préambule le préambule fait partie intégrante de la Constitution c'est-à-dire le préambule ils définissent l'Algérie les autres constitutions l'Algérie fait partie du monde arabe. Mais là encore, ça peut passer. Parce que c'est un concept socio-culturel, socio-économique, religieux. Bon. Mais dans cette dernière constitution de 2016, il est dit l'Algérie est un pays arabe. Est une terre arabe. Est une terre arabe. Mais c'est inimaginable. Ça veut dire qu'on est dans la définition ethniciste. Ça veut dire que tous les mythes dont je vous avais parlé tout à l'heure, les Jugurtha, les Massinissa, les Sept, tout ça, ça n'a jamais existé. Oubliez. En fait, c'est aussi dire que les Amazirs sont étrangers chez eux. Chez eux, bien sûr, c'est une terre arabe. C'est la première fois que c'est fait. Hein. Donc, officiel, on n'a pas gagné beaucoup de choses. Deuxième point.
l'article 3 bis, non, l'article 3, il est dit l'arabe est langue officielle de l'État. La langue officielle de l'État. L'article définit la, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une autre. Mieux, officielle de l'État, c'est une redondance. C'est une redondance voulue par le législateur. Parce qu'une langue officielle est toujours langue d'État. L'État, l'expression de l'État, c'est la langue officielle. On n'a pas besoin d'ajouter de l'État. Mais c'est voulu par le législateur parce qu'en bas, il est écrit Tamazight est également, et vous savez que les adverbes sont porteurs de doute, est également. En fait, ils ont recopié la Oui, c'est la Constitution. Ils jouent le jeu entre les deux. Hein. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Mais dans un mois, dans 2 mois, le Maroc est inversement. Hein. Ça, c'est clair. Suivez l'histoire des deux mouvements, copier-coller. Et donc, ils ont dit, c'est la langue, avec l'article défini, officiel de l'État, redondance voulue. Parce qu'en bas, ils disent, Tamazight est également adverbe portant le doute, c'est-à-dire que ça ne sera jamais au même niveau, et langue officielle. Mais il n'est pas de l'État. Mais si elle n'est pas de l'État, il n'est pas langue officielle. Voyez que c'est un leurre. Vous savez ce qu'est le leurre, hein? تحوثي واثنين بلاستيك ترى ندير الفيل دو باش كنا طفى نحوثي الصح. Bon, c'est un leurre constitutionnel. Et puis il y a le 3e point, l'article 178. L'article 178, il donne tout ce qui n'est pas réversible, tout ce qui est irréversible dans les constitutions. Et ils ajoutent, même les constitutions à venir ne peuvent pas remettre ça en question. Là aussi, c'est un deuxième leurre. Ce qui est fait par l'homme peut être transformé par l'homme. Mais peu importe, ça signe la véritable foi du législateur. Eh bien, il y a sept critères d'irréversibilité. Le caractère républicain, irréversible. Même les constitutions à venir ne peuvent pas les remettre en cause. Les deux mandats présidentiels, exception pour celui qui est là, celui-là c'est autre chose. Oui, celui-là c'est autre chose. Voilà. Actuellement, on est dans le monde virtuel. Hein. Vous êtes rendu compte que moi j'ai pas de PowerPoint alors que je voulais dire PowerPoint là, je vais commencer ici, surtout si c'est un échec. Bien. Et donc on dit tout ce que même les prochaines constitutions ne peuvent pas revoir. Mais la mazérité n'est pas dedans. Elle ne fait pas partie des points irréversibles. En gros, on vous donne de la main droite une pseudo-officialité, mais même cette pseudo-officialité, si vous êtes des enfants turbulents, on va vous l'enlever. Voilà l'interprétation unique à faire. Et je vous assure, je ne suis pas dans le subjectivisme. Hein. Moi, j'ai horreur des trucs de la passion. Ce n'est pas mon carburant, en tout cas la passion. C'est des lectures de droit constitutionnel. Simplement. Voilà encore une nouvelle truanderie politique. D'autant que, on vous dit, oui, mais comme au Maroc, hein, on vous dit, oui, mais pour que cette loi, qui n'en est pas une, soit traduite concrètement, il faut la loi organique, des décrets d'application, des arrêtés wilayal, et cette loi organique n'arrive pas. Un ministre, et voilà donc où on en est. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Il ne faut pas être nihiliste. Les amazigophones ne sont pas tous des spécialistes de droit constitutionnel. Ils savent que c'est
officielle, même si elle ne sait pas, mais dans leur tête, ils l'ont magasiné comme langue officielle. Et à partir de là, et puis, les représentations mentales ont évolué, même mais qui considéraient que Tamazir, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut savoir aussi, parce que je suis obligé de faire des raccourcis, combien de temps il me reste? Hein? Ben, je vais raccourcir, je vous promets. Je vous promets. Et donc, oui, non, 10 minutes, allez, 10 minutes. Et donc, oui, parce pourquoi? Il y a eu beaucoup de gens, pas un certain nombre, énormément de gens qui sont des aliénés linguistiques. Mais un aliéné, il ne prend pas conscience de son aliénation. Ou il trouve. Mais encore, Mustafa El-Sharaf, qui est un grand intellectuel, il disait, l'aliéné devient le militant actif de sa propre aliénation. C'est-à-dire, il a قال نزنيا كان يقال دم الناس يوكلنا نزياك كان مقرر ينزا كان واحد هذا يقيم طونكيل ولا شغل يليف. Mais il devient le militant de sa propre aliénation. Pourquoi? Évidemment, parce que la langue dominante, c'est la langue dominée, elle occupe une position là où elle est en bas, et forcément, comme de donner le Ouagadi Vden, mal n'yar kullien al Ouagadi Vden. Et donc, il y a ces problèmes d'aliénation, sauf qu'en vous disant ça, j'ai perdu le fil de l'histoire. C'est pas grave, je vais la retrouver. Et donc, pour aménager cette langue, donc je vais en parler rapidement, pour aménager cette langue, qui est le thème, et je viens d'arriver à ça, je fais une logorée, l'aménagement linguistique, en fait, il a commencé indépendamment des institutions de l'État. خاصولاش الحكم يبدا تصويا زعما ما دينير يبدا سميت تفدان الكتيبه السلاطينيت ديال المروك فدانت au 16e siècle استعرفت. Mais c'est simplement des textes religieux, des textes, c'est pas de la haute littérature ni de la philosophie. Tamazir en latin, avec le début de la colonisation, mais les généraux, etc. C'était dans un but de colonisation, avec mieux pénétrer le pays. Mais réellement, avec Boulifa, Ben Sdira, etc., qui ont commencé à réfléchir sur la grammaire, à réfléchir, etc. Et puis évidemment, il y a eu toute la veine des culturalistes qui ont travaillé la langue, etc. C'est déjà un début d'aménagement linguistique. L'aménagement linguistique, elle a deux phases. Et là, il y a le statut externe à la langue, c'est-à-dire qui s'occupe de créer un environnement favorable au développement, à la promotion et à la modernisation de la langue. C'est-à-dire porter des termes modernes et s'adapter au goût du jour. Ça, donc, c'est le statut, c'est la Constitution. مازال طاسه من النور مازال من النور زداد مازال يرزفوا من النور غير وذا افري ذا دي قبل مازال يسعى سنان مي الا كان قيم الا كان فد الا كان قبل يسننني يوكلني انسعو un statut de la langue, c'est-à-dire qu'on puisse aménager le statut externe, c'est-à-dire tout ce qui est du droit linguistique. Après, il y a le statut interne. L'aménagement, statut interne, c'est le travail qu'on doit faire dans la langue. Le lexique, si possible, il a pas de نجمع يمسلين يتواتسون يمسلين إلا نرواد يتمسلين للديالكت نيغون خاطر ولاش دي الدونيث ثلاث نسعر للديالكت. Toutes les langues du monde sont productrices de dialectes. خاطر كي قارن انتم لهجه اما كنيت فرنسيس لهجات
اما كنت انجليزي توسع على اللهجات اما كنت امريكاني توسع على اللهجات سي دون مانيير humiliante تعرف chaque tribu a son dialecte كل درس لهجه bon et on le sait et donc il y a effectivement ce travail sur le lexique نخصاتاش نسمعون لو كان نخصها نسمعون النية وحب صغارة ودت غالي كستروميت الميون النية سكيلينا تاقي السباثة مقرات ولا يوندقون وليز ما دي مسلا كان ستمازيغ بلا ما ينطق الصعرف ستروميت ce qui est normal et puis donc une fois qu'on a ça on peut faire des extensions de sens خاص نسعاوال هسن في المعنى بوال il y a une extension de sens هسن المعنى نظن il faut combler les vides les lacunes lexicales عندها خصني يسمعون لقاه ندناف ensuite انا عندي غير وين نظن مي دنش معايا كاين لان نستخدميث باغ اكزومبل ادينير افازا ويتقرر انا فونسي غير رحم باباك ياكلوا قال لي كل غاشي قال لنا فونسي اسكو vous êtes d'accord ou pas avancer mais نسعى يسم تقول له كانوا نسعى يسم ولا شو غيريف on rigole beaucoup. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Je rigolais beaucoup, même maintenant. Quand vous dites évidemment, il traverse, ça veut dire qu'il y a des automobiles. Et pourtant, nous ne sommes pas mieux. Il y a quelqu'un. Mais le Canadien est romi. Hacha romi, c'est que là, la phrase est Hacha romi. Mais le Canadien est Francis, ou tu fais mal. Il traverse, ça veut dire il a ouvert la guerre, c'est qu'il y a des automobiles. Bon. Mais en même temps, on lui a donné une forme amazigh. On lui a donné une forme amazigh. Donc, on peut quand même, dans certains emprunts, les habiller. Je vais vous donner ensuite, malheureusement, c'était le temps est gain. Et voilà, donc, on fait des extensions de sens. Une fois qu'on a fait les extensions de sens dans eh bien, on va faire de la néologie à partir du génie de la langue. Il y a des techniques linguistiques, c'est la composition. Eh bien, c'est une composition. C'est de la composition. On a ajouté 2 mots pour faire un mot. Ça s'appelle de la composition. On peut faire de la dérivation. Ok. Oui, c'est de la dérivation. C'est des techniques linguistiques. Et puis, après, on a les emprunts. نرضى اللي يسمعون ولاش تمسلاث ونرط لها ثقليزيث 60% de la langue anglaise vient du français. Et quand on sait que 80% du français vient du grec ou du latin, c'est la plus grande langue du monde. Et je dis toujours qu'une langue pure est une langue morte. Une langue n'est langue que si elle est langue de la rue. Et c'est pour ça, et ça je supplie toujours les militants, parce que les militants dans leur passion, هذا السنين يسمعونني ثرار يسمعوني الموال et ça donne un monstre linguistique. Je vais vous raconter une petite histoire vécue. En 1989, nous avons fait le 2e séminaire du MCB à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Il y a une militante qui a pris le micro en haut. Moi, j'étais dans l'amphi. Et il y avait 2 jeunes militants dans les fauteuils au-dessous. Et cette militante adore parler dans ce qu'elle appelle le tamazight pur. Elle a parlé pendant 45 minutes. Elle a été terriblement applaudie parce que les militants aiment bien quand c'est du tamazight nucléaire, comme je l'appelle. Et les 2 jeunes qui étaient devant moi, il y en a un qui dit à l'autre, il était heureux d'avoir rien compris. C'est terrible, c'est magnifique. Oui, alors j'avais fait une
conférence à la Bibliothèque nationale de Hama sur, bizarrement, l'apport de la langue amazigh dans l'islam. Hama, oui, l'apport de la langue amazigh dans l'islamisation de l'Espagne, ce qui est une réalité. Et sauf que j'avais dit effectivement ce qu'avait dit Boumediene pour parler ensuite de la mazirité, parce que je m'arrange toujours pour qu'il y ait une petite parenthèse. J'avais dit que le président Boumediene avait dit je ferai de l'arabe une langue de fer et d'acier. Et il avait ajouté en arabe alors j'ai dit moi, j'espère qu'on va amaziriser pour que nous soyons compris de nos parents et que nos enfants nous comprennent. Et méfiez-vous, il ne faut pas reproduire. La langue arabe classique n'est parlée par aucune famille du monde. J'ai été en Arabie Saoudite, je me suis efforcé de parler en arabe et je parle bien arabe. Je n'ai pas été compris jusqu'au point où il m'a dit vous n'êtes pas des Arabes quand je suis algérien. J'ai dit merci. Shukran. Oui. Il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Et notre problème à nous, c'est qu'on est plus royaliste que le roi, on est plus arabe que les arabes, on est plus musulman que les musulmans, on est plus athée que les athées, on est plus communiste que les communistes, on est. Et ça, c'est encore un trait de la mentalité, de la personnalité amazigh. Et là, on se doit aussi, par devoir, de nous libérer de nos extrémismes. Parce que nous aussi, nous avons beaucoup d'idées extrêmes. C'est lié à notre relief. J'ai lu Yves Lacoste, un grand géographe français, sa femme est plus connue. Yves Lacoste, lui s'appelle Yves Lacoste, et elle, Camille Lacoste du Jardin, qui a fait sa carrière sur la kabylie. Hein. Bon. Son mari est un grand géographe, il avait écrit un livre pour comparer les mentalités des montagnes et des plaines. Et il a pris comme exemple de montagne la Sierra Maestra et le Djurdjura. Et puis, je ne sais plus quelle plaine il avait pris, il est arrivé à la déduction que les mentalités des montagnards sont aussi rugueuses que leurs montagnes. Ça, c'est à travers le monde. Et que les gens des plaines étaient des gens doux, tranquilles, ils prennent leur temps, ils sont apaisés, etc., etc. Et je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est vrai. Voilà. Et donc, voilà, après le lexique, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Il y a des problèmes syntaxiques qui ne sont pas très graves, parce que le fond de la grammaire est le même pour tous les amazirs, à quelque chose près. C'est pour ça qu'il y a quand même une unité de la langue à travers la grammaire. S'il y a une diversité de surface, il y a une unité profonde au niveau de la langue elle-même. Et en même temps, il y a des problèmes de phonétique à régler, parce que ça c'est aussi important dans la standardisation, dans la codification, etc. Il faut régler le problème de bon, c'est des petits problèmes. Une fois qu'on a normé, après, bon, et je vais terminer par deux choses qui sont importantes, je ne peux pas faire l'impasse, le problème, parce qu'on va ressortir encore, ça ne cesse de ressortir, le problème de l'alphabet et le problème de la norme. Est-ce que on va écrire en arabe, en caractère arabe, en tifinagh, en latin, etc. Moi, je vous dis ma position directement. Je suis un latiniste impénitent, tout en disant que le tifinagh doit être connu, appris, parce qu'il faut aller vers l'amazirisation de l'environnement. Tous les édifices privés ou publics doivent porter les grandes plaques anti-finagh, ça se fait déjà à Tizi Ouzou, mais pas tous, parce que le tifinagh territorialise un espace. Quand vous arrivez, vous voyez la première plaque, vous vous dites « je suis en territoire amazigh ». L'identité visuelle. Et l'identité visuelle. Je suis, mais du point de vue de la plasticité, de la souplesse de l'écriture, je suis plutôt un latiniste. J'ajoute qu'on peut écrire
n'importe quelle langue dans n'importe quel alphabet. L'alphabet arabe s'adapte totalement à l'écriture de Tamazight. Le Tifinagh s'adapte totalement. Et le latin s'adapte totalement. Et je le dis tout le temps, et je l'assume, le choix du latin est pour moi un choix idéologique. Je veux m'arrimer, y compris au niveau de la transcription, je veux m'arrimer au monde moderne. Deuxième problème, et j'en aurai fini, je t'assure, je te le promets. Moi, je fais juste la présentation. Qui m'y connaissent non plus. Oh, c'est là où nous arrivons. Maintenant, je termine avec ça. La question de la langue à enseigner. Celle-là, on nous en sort toujours. La hajat. Ma cache l'oura. La hajat. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, il n'y a pas de langue qui ne produit pas de dialecte. Et l'enseignement de la langue, il y a trois manières. Soit vous optez pour le pan berbère, c'est-à-dire une langue unique à travers l'Afrique du Nord. C'est une idée de rêve qui peut exister un jour, mais c'est très lent pour la faire. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de spécialistes, il faut beaucoup d'argent, il faut une puissance étatique. Il faut un État. Il faut une puissance étatique, oui. Un État, mais un État mazir. Sinon, c'est irréalisable, en tout cas tout de suite. Et quand bien même ça devait être réalisable, les calculs statistiques, sociolinguistiques, ça demande 3 générations, 90 ans. Nous connaissons, il y a aussi nos militants, il a قد يضيع مننا 9 minutes. Ça الحال لو كان يستحسبوا في الحور تكرز. Donc, quand on dit tout ce qu'on est en train de raconter, c'est pas pour vivre sans nous connaissons. Il faut l'espérer pour nos enfants et nos petits-enfants. Plutôt pour nos arrière-petits-enfants. Mais il faut savoir attendre, l'histoire ne se fait pas en un jour. Mais il y a cette possibilité d'aller, c'est une idée. Il y a l'autre idée, c'est de dire, il y a combien de dialectes chez nous? On va prendre le dialecte central. Celui qui est au centre, qui n'est pas très loin de ceux de droite et de ceux de gauche. C'est pas toujours évident. Alors, j'ai travaillé là-dessus sur la liste de Swadesh, pour situer. Bon, chez nous, en Algérie, c'est le kabyle qui est le dialecte central. Au Maroc, c'est le tachilhit. Mais si on dit, puisque c'est le dialecte central, on prend le kabyle comme norme, vous imaginez ce que diront les Chaouis? Pour qui vous prenez? Ils vont dire, vous êtes hégémonique. Ce problème, j'ai travaillé sur les questions linguistiques, surtout en Espagne. Les Basques, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les Guipuscoans qui ont été en prison, qui ont écrit beaucoup, qui ont fait des recherches sur la langue basque, etc. Au moment où ça a été libéré, langue officielle, etc., ils ont voulu. Ils ont voulu parce que c'est ce qu'il y avait de près. Toute la bibliothèque était dans le Guipuscoan. Les Biscayens ont dit non. Non, c'est nous. Et ils leur disent, vous n'avez rien foutu. C'est nous qui avons tout, avec quoi vous avez travaillé. Ils disent, oui, mais nous sommes les plus nombreux. Vous voyez que c'est pas évident, les questions linguistiques, c'est toujours très délicat à gérer. Et puis, il y a ce qu'on appelle, pas la norme unique, la polynomie. La polynomie, je vais expliquer très facilement, c'est que chaque dialecte enseigne son dialecte. Il doit trouver une norme à l'intérieur de sa propre région. C'est-à-dire les Chaouis, ils vont avoir une norme Chaoui, les Kabyles, une norme Kabyle, etc. Moi, je suis un polynomiste. Polynomiste, pourquoi? Parce que, en réalité, la langue de tous les jours, c'est quelques centaines de mots. Vous connaissez 2000 mots, vous parlez anglais. Ce qui vous pose problème, c'est la modernisation de la langue. Et notre chance, précisément, de la malchance, cette fois-ci, pas l'inverse, c'est qu'on part au degré zéro en matière de modernité. Donc on peut tous faire le même travail. Et on va se retrouver avec toute la langue moderne qui sera commune, puisqu'on vient de la démarrer. Et déjà, ça marche. Tout ce qui est moderne, tout le monde
où que soient les Amazirs, la langue moderne, c'est les mêmes mots. Parce qu'on commence au degré zéro. Le reste, vous comprenez bien qu'avec quelques centaines de mots, un dialecte, c'est comme n'importe quelle langue, la langue quotidienne, c'est quelques milliers de mots. À partir de ces milliers de mots, on fait une convergence. Hein, il va y avoir une convergence de ce qui nous unit. Et ça sera enrichi progressivement, petit à petit. On continuera de parler notre dialecte, chacun de son côté. Et puis, le fait que la langue sera scolarisée, il y aura des enseignements, etc., il y aura des échanges, il y aura, etc., l'Internet maintenant avec les moyens modernes, eh bien, on finira par nous rencontrer et nous retrouver. Évidemment, il émergera une langue, mais on est dans ce qu'on appelle, dans ce qu'appelle Pierre Bourdieu, le marché linguistique. Eh bien, en Algérie, entre les Chaouis, le Chenoui, le Tamzavit, le Mahaq, le Kabyle, etc., dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, le marché linguistique choisira le dialecte qui a le plus de vitalité, celui qui sera modernisé, et à ce moment-là, émergera une seule norme pour tous les Amazirs d'Algérie, mais ça sera la même chose au Maroc. Mais en même temps, ça sera une émergence qui n'a pas été le produit d'une décision ou d'une hégémonie. Il y a une norme naturelle qui sortira, mais il faut attendre 30 ans. Sinon plus. Vous voyez donc les deux grands problèmes dont je voulais parler avant de partir. J'ajoute une chose, et c'est fini. Ça fait la 4e fois que je dis ça, et c'est fini. La mazirité dans la diaspora. D'abord, j'aimerais dire quelques mots par rapport à la diaspora. Je sais que dans l'histoire, l'étoile nord-africaine n'aurait pas existé s'il n'y avait pas de diaspora. Ce sont les ouvriers partis pour travailler en Europe et gagner leur casse-croûte, comme je vous l'avais dit. Ce sont donc les émigrés de l'époque qui ont créé le mouvement national. Ils ne seraient pas partis, peut-être que le mouvement national n'aurait pas existé, parce que les analphabètes que nous étions à l'époque n'avaient pas suffisamment de capacité, d'outils intellectuels pour réfléchir une révolution sérieuse, sinon des escarmouches, comme il s'en est passé beaucoup depuis la colonisation. Beaucoup d'escarmouches, mais à vrai dire, c'était des réactions contre les expulsions, contre les expropriations, etc., contre les séquestres. C'est des réactions à ça. Hein. Bon. Ah, il ne faut pas non plus... Ouais, moi là, les mythes, j'aime pas beaucoup. Parce que quand vous allez au plus profond des choses, ce sont les grands terriens qui ont utilisé les petites gens pour se révolter contre la France qui leur a pris leur terre. Je résume par exemple, le Mqrani, par exemple, mais ce n'est pas le seul. Bon, c'est le produit d'expropriation des riches qui a amené les autres Kabyles à se révolter contre la France. Donc, ce n'était pas des révoltes consciemment réfléchies. C'est le mouvement national qui a réfléchi la révolution. Donc, l'étoile nord-africaine, elle est née de la diaspora. Et vous avez des peuples qui n'ont survécu que grâce à leur diaspora. Israël, les Juifs, ils n'ont survécu que grâce à leur diaspora. Là encore, c'est une autre affaire. Il aurait été intéressant que je vous parle de cet exemple, parce que je l'ai un peu approché, cette étude. Mais Nothni, par exemple, les Juifs, par exemple, il a fallu d'un illuminé, Ben Yehuda, qui s'est dit, mais bon Dieu, tous les peuples ont une langue sauf nous. La langue hébraïque a disparu pendant 2000 ans. Il a été dans les textes liturgiques, il a commencé à faire ça, à s'entourer de petits linguistes, etc. Et puis, en 1948, il y a eu l'État d'Israël. La première action qu'ils ont faite, eh bien, ils ont commencé par hébraïser l'armée. Mais c'est très significatif. C'est-à-dire qu'en gros,
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont symboliquement, etc. Mais là encore, ils ont été obligés d'emprunter beaucoup de mots, et puis, non, pas spécialement. Ils ont emprunté, si vous voulez que j'aille dans le détail, ils ont emprunté, oui, mais là vous allez même... Oui, ils ont emprunté les termes modernes aux Russes. Ils ont emprunté les termes de la vie quotidienne aux Anglais. Ils ont emprunté les termes du savoir-vivre aux Français. Ils ont emprunté toutes les insultes et les grossièretés aux Arabes. C'est très idéologique. C'est très idéologique. C'est parce que, bon, on sait très bien que les Juifs... je n'ai pas envie de dire que je suis antisémite, mais enfin, parce que c'est pas bien d'être raciste ou quoi, non, c'est une réalité socio-historique. Ça s'est passé comme ça. Et c'est juste pour vous expliquer que c'est le meilleur exemple dans le monde en matière de politique linguistique. Ils n'avaient pas de langue, ils en ont créé une, c'est une langue moderne avec laquelle ils font de la diplomatie, ils font de la recherche scientifique, etc. Et ils l'ont fait très vite. Mais là, il y avait un État, il y avait l'argent, il y avait une volonté politique, il y avait des intellectuels, tout était réuni pour construire ça. Ben, écoutez, il ne tient qu'à nous de capitaliser toutes les expériences qui ont réussi. La Catalogne, le Pays Basque, le Canada et plein de pays où, effectivement, il y a eu des réussites. Et pourquoi pas nous? On n'est ni plus intelligent, ni plus bête. Mais il faut qu'il y ait un mouvement de solidarité et la diaspora que vous représentez, eh bien, vous pouvez avoir un rôle très important. Et je vous assure que j'ai été surpris de trouver autant de monde. Moi, je m'en réjouis. J'ai été très content de vous trouver ici parce que je me dis, bon Dieu, il y a encore des bras et des têtes pour prendre en charge cette langue. Et la seule chose, le seul bémol que je mets, j'ai travaillé beaucoup sur les banlieues françaises pendant quelque temps. Malheureusement, la transmission intergénération de la langue, on l'oublie. Je vais vous demander une seule chose. Parlez à vos enfants en kabyle. Exigez d'eux qu'ils vous répondent en kabyle. Tous mes amis disent « Ah ouais, femme, va quoi il est ?» ما يتمسلايتك نيوسني غير ما يفهميت نياك ما يت هو يفهميت هو يفهميت non dans le mois du pain je t'ai pas compris جيتي لازم ما ينقد في دغروم c'est tout je suis désolé mais il faut pas qu'on s'oublie il faut pas qu'on s'oublie les langues disparaissent par substitution il y a 25 langues qui meurent chaque année dans le monde. 25 Donc il faut faire attention, on n'est pas à l'abri. Et mieux encore maintenant, et vraiment je termine avec cette phrase. Quand un enfant très tôt apprend plusieurs langues, surtout quand les systèmes linguistiques sont éloignés l'un de l'autre, ça augmente les capacités cognitives. Le cerveau est en perpétuelle gymnastique. Ce sont des enfants qui réfléchissent très vite et qui, forcément, dans leur vie d'adulte, réagissent rapidement et gagnent en intelligence. Alors, même pour des raisons égoïstes, parlez à vos enfants en kabyle et obligez-les à répondre en kabyle, même pour des raisons égoïstes. Et puis on dit تنمير في طاسي السكثة سمحتي تنمير